c'est très joli. Encore. Once Upon a Time in Hollywood est revenu bredouille du dernier festival de Cannes et visiblement le 9e film de Quentin Tarantino ne fait pas l'unanimité. Si le cinéma a toujours été le canevas sur lequel le réalisateur brodait ses scénarios, c'est la première fois qu'il traite le sujet de façon aussi frontale. Un voyage au cœur d'Hollywood des années 70, le tout sous la menace d'un certain Charlie pas encore appelé Manson. On écoute la bande-annonce. To my right is Bounty Law Series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick's stunt double, Cliff Booth. So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. My hands are registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you. I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. Voilà, et au casting, on retrouve Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Alors, qui veut commencer sur ce Once Upon a Time in Hollywood? Alors, on précise, on l'a tous vu ici autour de la table. Non. Pas Camille. Camille, tu l'as pas vu? Bah non, j'ai dû faire un choix entre ça et Scary Stories. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait le mauvais choix. Oui, oui, désolé de te l'annoncer. Du coup, moi, j'ai récupéré mes gants de boxe durant la pause et je propose que Bliss nous parle de son coup de cœur de 2019. Alors, mon coup de cœur de 2019 est en effet décerné au Joker que je n'ai pas encore vu, mais sûrement pas à Once Upon a Time in Hollywood, même si je vais me concentrer sur les points positifs du film, désolé Florian, avant de donner un petit mot sur le point négatif qui m'a... Vas-y, on commence tout de suite par le négatif. Alors, non, je vais commencer par le positif et il y en a quand même beaucoup. Même si hors antenne, on s'est pas mal attardé sur. On a eu des longues discussions en off. Les débats sur le film. Donc, moi, pour le coup, encore une fois, je trouve que ce mec est quand même incroyable en termes de réalisation. C'est un bel hommage au cinéma des années 60-70. Il y a des choses partout, à voir partout. En fait, dans tous les plans, j'ai l'impression qu'il tape des références, il cache des choses. C'est assez bluffant. Et je pense que c'est encore plus présent que dans la plupart de ses autres films, parce que justement, c'est un film qui nous parle de cinéma. Ça a toujours été un trope du réalisateur. Il a toujours mis des easter eggs dans ses films. Mais là, pour le coup, c'est un film qui traite de cinéma, il y en a partout, quoi. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Le casting aussi. Pour le coup, ça va peut-être être un petit bémol. Ouais. Le casting est énorme, mais justement, je trouve que pour la finalité de ce que donne le film, j'en attendais beaucoup. Je trouve que c'est un casting phénoménal pour un film qui, pour moi, n'est clairement pas un de ses meilleurs. C'est complètement un avis personnel. En termes de qualité d'acting, tu veux dire? Non, de qualité de film, tout simplement. Donc, parce que il y a même des petites apparitions. C'est pour les gens qui ne connaissent pas forcément. On a quand même la fille de Kevin Smith qui est présente. On a plusieurs. On a Al Pacino. On a plusieurs. Al Pacino qui a un rôle anecdotique. Anecdotique. Il y a que Tarantino aujourd'hui qui peut se payer Al Pacino pour faire. Anecdotique, mais ô combien important dans l'histoire du cinéma. Oui. Comme énormément des acteurs dans le film, finalement, qui ont un rôle assez anecdotique, mais il a voulu placer pas mal de ses anciennes cartes déjà vues dans Reservoir Dogs ou dans Le Boulevard de la Mort et d'autres films. On peut juste dire pour situer un peu le film, c'est l'histoire d'un acteur, on va dire, sur le déclin, qui essaye de relancer sa carrière avec l'aide de sa doublure Cascade, et donc l'acteur est joué par DiCaprio et la doublure Cascade est jouée par Brad Pitt.
Et en parallèle de ça, on a aussi toute l'histoire. Il y a quelque chose qui plane. On sait qu'il essaye de traiter en parallèle les meurtres qui se sont passés, en particulier le meurtre de Sharon Tate, qui a été assassiné par Charles Manson à l'époque. Même si c'est un peu anecdotique dans le film. C'est finalement très anecdotique. D'ailleurs, Margot Robbie qui joue Sharon Tate est vraiment très anecdotique, je trouve, dans le film. Maintenant, voilà, ça m'a pas spécialement dérangé. On a beaucoup vendu la promo du film sur cette histoire. Moi, je trouvais ça finalement quand même assez intelligent de justement t'amener, voilà, je ne peux pas spoiler malheureusement, mais t'amener à quelque chose avec cette histoire, mais finalement c'est pas du tout le centre du film. Au contraire, on est vraiment sur le personnage de DiCaprio et de Brad Pitt qui forment un joli duo et que j'ai été assez déçu justement de ne pas les voir plus ensemble. En voyant la bande-annonce, je pensais qu'on allait avoir droit à plus de scènes où ils sont ensemble parce que je trouve que c'est un super duo. Ça répond bien. J'ai envie de les voir, du coup, de les revoir ensemble dans un autre film parce que pour le coup là, ils sont fort séparés quand même. D'ailleurs, on parlait beaucoup du fait qu'ils s'étaient super bien entendus sur le plateau, qu'ils étaient même devenus plus proches. Finalement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement tourné ensemble. Il y a l'air d'y avoir une complicité effectivement entre les deux acteurs. Mais après, quand ça tourne ensemble, là, franchement, ça fonctionne du tonnerre. En même temps, moi, c'est deux acteurs que j'aime beaucoup, DiCaprio en premier encore plus, même si ça n'a pas toujours été le cas au début de sa carrière, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Once Upon a Time voilà, justement, on va arriver au point négatif. Au point plus négatif. Moi, je trouve quand même qu'il y a certaines longueurs. Parce qu'on revient souvent quand même sur le même genre de scène. C'est quelque chose qui revient souvent dans les critiques pour ce film, c'est qu'effectivement il est un peu long et que on s'ennuie un peu à certains moments et qu'il y a une baisse de rythme. Alors je tiens à dire par contre que par rapport à ce que je vais dire, c'est vraiment un ressenti propre parce que je n'avais lu aucune critique avant de voir le film. Même pas ça, je n'étais pas au courant, et d'ailleurs ça je suis toujours pas au courant qu'on en parle, mais voilà, j'ai vraiment ressenti des longueurs, un peu des moments, tout ça pour ça, et alors moi oui, voilà, je ne vais pas défendre le côté soi-disant féministe de Quentin. Moi voilà, il y a quelques scènes qui m'ont un peu gavé, sa façon de filmer, donc apparemment ça c'est dans la polémique, mais je l'ai ressenti avant de lire quoi que ce soit sur c'est une polémique. Petite polémique, hein, mais oui, voilà, mais moi voilà, j'ai ressenti par moments un malaise. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, pourquoi tu peux montrer des choses parce qu'on est clairement en train de représenter une époque. Donc oui, l'hypersexualisation dans les années 60, il y a une logique. Mais maintenant, voilà, c'est quand même un tu peu trouves qu'il y a un côté racoleur peut-être un peu dans tous ces films, non, j'exagère, mais dans beaucoup de ces films, il y a un côté, moi je trouve un peu malsain. Après, je connais pas le mec, mais un peu racoleur, tu veux dire. Qui n'est pas forcément utile, quoi. Il y a des manières de filmer. Tu peux montrer sans insister, par exemple. Je pense à un plan caméra qui part des pieds, qui remonte au niveau des fesses d'une jeune fille qui fait du stop et Brad Pitt va prendre en stop. Le plan, on le montre une fois, on a compris, on n'est pas obligé de relancer le truc. J'ai l'impression que ces petites déviances, enfin si c'est des déviances, hein, chacun son truc, sont un peu trop présentes à l'écran et moi ça m'a dérangé. C'est tout le paradoxe avec Quentin Tarantino, c'est que c'est quelqu'un qui a été un peu montré comme un des réalisateurs de l'empowerment féminin, en particulier avec les films comme Jackie Brown ou avec Kill Bill ou ce genre de trucs, mais en même temps paradoxalement il utilise les images de ces femmes, mais il les sexualise énormément, ce qui fait que la critique féministe est des fois un peu paralysée par le discours apparent de Tarantino, alors que il utilise effectivement des images très iconiques et très sexualisées de ses actrices. Mais est-ce que ce sont pas justement des plans qui servent le scénario, qui vont servir plus tard le scénario pour apporter
une certaine vision ou quelque chose. Oui et non, enfin, c'est le grand débat. Ouais. C'est un contexte d'époque, ça on est bien d'accord, mais voilà, tu peux l'amener d'une autre manière, je pense. T'es pas obligé d'insister sur certaines choses. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pas que ça me dérange en général, mais t'as voilà. vu bien pire. Hein, quand Là, même. je sais pas pourquoi expliquer. En effet, j'ai vu bien pire, notamment dans le cinéma de genre. Les femmes sont hyper sexualisées, toujours, ça fait longtemps. Là, je ne sais pas. J'ai peut-être été influencé par d'autres choses, par des choses qu'on dit sur lui. Peut-être que le putaclic m'a fait changer d'avis sur ce cher Tarantino, mais toujours pas en termes de réa, où je trouve que ce mec est monumental. À ce propos, je conseille aux gens, si ça les intéresse, sur justement l'image des femmes dans les films de genre, alors le problème c'est qu'il est disponible qu'en anglais, mais c'est un super livre qui s'appelle Men, Women and Chainsaw, donc les hommes, les femmes et les tronçonneuses, alors j'ai oublié le nom de l'autrice, mais qui est un bouquin de référence qu'aujourd'hui tous les sociologues utilisent pour pouvoir parler du cinéma de genre et d'expliquer justement comment cette fille qu'on a sexualisée beaucoup pendant les années classiques du cinéma hollywoodien, justement commençait à prendre sa revanche sur les serial killers, parce qu'on sait que dans les films, dans les slashers, etc., le coup de couteau est toujours une métaphore de la pénétration. Hein. Il y a un côté... ça fait longtemps que les réalisateurs ont compris ce truc-là et l'utilisent. Et du coup il y a un retournement de situation, parce que souvent dans les slashers, les filles qui ont été sexualisées, etc., finissent par reprendre l'arme du tueur lui-même, c'est-à-dire le couteau, et à redéfoncer le tueur derrière. Donc voilà, c'est un bouquin super cool, c'est assez passionnant. Je vous le conseille si vous avez l'occasion de le lire. Alors, par contre malheureusement c'est qu'en anglais, ça est difficile de trouver des traductions. Tu peux redire le nom du bouquin ? Alors c'est Men, Women and Chainsaw. Ok. Voilà. Je ne sais plus le nom de l'autrice, mais je le remettrai sur les réseaux. Je mettrai un lien pour le bouquin. Sinon, il est disponible en e-book assez facilement. Moi, j'avais fait comme ça. Je pouvais prendre les trucs et mettre dans Google Traduction quand je captais pas ce que ça voulait dire. Florian, est-ce que t'as sur le film, dis-moi, est-ce que t'as aimé, pas aimé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je voulais m'attarder surtout, excusez-moi, sur ce qu'a dit Fabrice, notamment parce que je trouvais son approche très intéressante, sur la manière donc de représenter la femme et de sexualiser la femme. Je pense que c'est là où il y a une vraie question sur la manière dont la femme peut être représentée au cinéma, par exemple dans le cas de Tarantino, comme dans le cas d'anciens grands réals comme Brian De Palma ou Hitchcock. Oui. La femme est toujours un objet de fantasme. Après... voilà, ce qui est problématique, c'est que c'est un homme qui sexualise la femme, mais est-ce que c'est anti-féministe de sexualiser une femme ? Je pense que la force d'une femme, c'est aussi de décider si oui ou non elle veut être sexualisée. Ici, dans Once Upon a Time, je trouve que ça a beaucoup de sens par rapport au rôle que joue donc l'actrice, qui est donc une hippie qui fait partie de la Manson Family et qui tente justement de draguer Brad Pitt. D'amadouer Brad Pitt, donc qui joue le personnage de Cliff Booth, qui est le cascadeur. Voilà, donc le cascadeur de Rick Dalton, Leo DiCaprio. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est quand même dans une ère où les hommes, en tout cas pour certains, se rendent enfin compte de l'hétérocentrisme et surtout du poids qu'avait leur regard sur la société. On est vraiment dans une ère charnière. Forcément, dans le cas de Tarantino, il y a des choses qui peuvent fâcher. Je pense qu'il y a quelque chose de problématique chez lui, mais qui n'est pas aussi gros que certains veulent bien le dire. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on pourrait longuement discuter, sur lequel il faut se poser. Mais dans le cas, donc effectivement, c'est intéressant de se poser la question. Oui, totalement. Je pense que ce film peut avoir des aspects problématiques. Après, sur le reste, si on arrive un peu à s'en détacher, même si c'est compliqué, ça reste pour moi l'un de ses tout meilleurs films, mais peut-être aussi le plus excluant. C'est-à-dire que, comme tu le disais, si on rentre en salle sans avoir une once de culture cinématographique, on passe à côté d'énormément de choses. Et si on passe à côté de ces choses, le film perd quand même pas mal en intérêt. Voilà, moi je suis assez d'accord avec ce truc. Je pense que c'est son film le plus personnel, clairement. Je pense que c'est là où il met tout ce qu'il a toujours eu envie de mettre dans ses films, un peu à la manière d'un Kill Bill par exemple, mais d'une manière un peu détournée, un peu différente. Mais c'est son film le plus personnel, mais c'est aussi pour moi son film le plus obscur, c'est-à-dire effectivement si on n'a pas les clés,
On peut pas rentrer quoi. S'il y a pas, il faut avoir un peu de connaissance du cinéma des années 50, voire 50-60. Il faut connaître un peu le cinéma italien. Il faut connaître le nouvel Hollywood des années 70. Il faut connaître l'épisode de Sharon Tate. Qui est... Alors après ça c'est parce que c'est nous en France on connaît pas forcément, mais aux États-Unis il faut savoir que c'est un événement qui a marqué énormément et qui est rentré dans la culture populaire. Charles Manson aujourd'hui c'est quelqu'un de c'est comme c'est plus personne mais non mais c'est comme si tu vois tu demandes ça fait partie de quelqu'un vraiment c'est comme tu disais John Ford, pour eux c'est pareil quoi, c'est quelqu'un qui est rentré dans la culture populaire, ils le connaissent tous, ils savent tout ce qu'il sait, ils savent tout ce qu'il a fait et quels événements sont passés. En France c'est moins le cas. Charles Manson, les gens savent que c'est un serial killer, mais ils connaissent moins les événements qui se sont passés, à savoir le meurtre de Sharon Tate, qu'on rappelle quand même, qui était la compagne à l'époque de Roman Polanski, qui est un réalisateur des années 70, qui a fait Rosemary's Baby, Pirate, si je dis pas de bêtises, enfin il en a fait plein. Oui, qui a fait partie tout simplement de l'avènement du nouvel Hollywood, oui. C'était un des premiers. C'est ça. Et donc qui a été assassinée par Charles Manson alors qu'elle était enceinte de 8 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 8 mois. Pas par Charles Manson, la clique, pardon, la Manson Family. Par la Manson Family, puisque Charles Manson lui-même n'a jamais tué en réalité. Ok, ouais, donc c'était pour dire ça. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le film, Florian sinon je vais surtout rebondir sur ce que tu disais, notamment pour en rajouter sur le côté excluant, c'est que effectivement aux US l'histoire de Sharon Tate est très connue. Quand on parle de la polémique justement sur le côté très sexiste de Tarantino, une des scènes qui revient souvent, c'est donc le flashback sous forme comique de Brad Pitt qui tue sa femme avec un harpon dans son bateau. Qui est une référence à Natalie Wood. Qui est une référence très marquée également là au cinéma et ce qui s'était passé à l'époque. Et je pense vraiment, en fait, à mon sens, ça aurait dû être son tout dernier film. Je pense que Once Upon a Time in Hollywood, ne serait-ce que par son titre, aurait dû être le condensé de l'espèce de d'essai qu'il aurait fait pendant 9 films, puisqu'il a annoncé en voulant faire que 10. C'est un film somme. Hein. Ouais. Bah, alors il a annoncé effectivement qu'il ferait que 10 films. Il y a toujours cette rumeur comme quoi il ferait un Star Trek. Toujours d'actu. Ouais, apparemment toujours d'actu. Il aurait déjà un truc, donc pourquoi pas. On sait pas trop où la carrière du bonhomme ça va l'amener là. Déjà parce que il faut dire que le film, même s'il marche, il fait des entrées, a pas des super retours critiques. Ouais, c'est vrai, c'est mitigé, ouais. Donc après, à voir. Moi, je me posais quand même la question est-ce que c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque? Est-ce que le cinéma de Tarantino il est pas devenu un peu démodé avec le temps? Je dis pas que c'est un mauvais film, hein. Je dis juste que est-ce que la façon dont Tarantino fabrique ses films, est-ce que c'est pas quelque chose qui est purement inscrit dans les années 90 et 2000? Pulp Fiction et Kill Bill, par exemple, pour moi, c'est des films qui sont clairement inscrits. Enfin, si je devais donner des films références de cette époque, je les mettrais dedans, tu vois. Aujourd'hui, et je pense d'ailleurs que Once Upon a Time in Hollywood, s'il était sorti à l'époque, il aurait fait un carton pour son traitement, parce que c'était une nouvelle façon de filmer, etc. Et moi, j'ai l'impression que, même si j'ai beaucoup aimé le film, que quand je vais voir ce film, je me dis... Ouais, mais est-ce que ça touche vraiment les gens maintenant? Est-ce que ça les intéresse de voir ça? Est-ce enfin, tu vois, on parlait du fait que ce soit obscur aujourd'hui, et Kill Bill, ça touchait les gens parce que je pense que ça a récupéré toute la culture populaire et ça l'a recraché dans un film. Là, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu trop compliqué pour que les gens puissent kiffer totalement. Qui veut commencer? Bliss, Florian? Alors, à la fois je suis d'accord et je vois ça d'un œil un peu différent. C'est je trouve que la manière de filmer de Tarantino et la manière de construire son cinéma est très cathartique, c'est très égocentré. Ouais. Et je pense que peu importe l'époque ou justement les modes, il continuera toujours de faire du cinéma avant tout pour lui. Ouais. Mais effectivement, le monde évoluant, ça peut devenir un peu ringard, un peu daté ou un peu problématique dans le cas ici de Once Upon a Time. C'est incompréhensible, c'est-à-dire que moi je vois la plupart des gens qui sortent du cinéma, et pourtant moi des gens que je connais qui, je vais pas dire cinéphiles mais cinéphages, c'est-à-dire qui vont au cinéma et qui sortent de là et qui me disent j'ai pas compris le film.
J'ai pas compris le film. Alors effectivement, il peut être, enfin, il est un peu obscur, mais est-ce que c'est pas un peu problématique quand même pour un film d'avoir un discours qui n'est pas compris et qui, à la limite, par une petite élite de gens ou mais de totalement. petites Hein, personnes. c'est quelque chose qui va être intéressant à analyser une fois que sa carrière sera finie ou même maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui déroge pas à ses règles, qui fait tout. Surtout pour lui, surtout pour démontrer son amour du cinéma et sa culture et ce qu'il peut aimer dans ce médium. Mais oui, dans le cas de Once Upon a Time, si 90% des spectateurs ne le comprennent pas, c'est très problématique. C'est un peu le problème des cinéastes maniéristes finalement, c'est que vu qu'ils basent leur cinéma sur d'autres œuvres de cinéma, si les gens n'ont pas vu ces œuvres... David Lynch, si tu nous entends. Oui, ou même De Palma. Hein. Bliss, tu voulais Non, dire on parle pas quelque de chose Palma comme ça. Le problème aussi, c'est que je le trouve beaucoup plus décousu que ses autres films. C'est un ensemble de scènes qui amènent à d'autres scènes, mais qui ne se suivent pas forcément. Vu qu'on jongle entre deux personnages, on jongle entre même trois, Cliff on peut dire, Booth. Oui, même finalement trois. En tout cas, même 4 par moment, même si les liens avec la famille de Manson sont directement souvent associés avec Cliff. Mais il y a ce côté-là. Et alors, moi, je voulais dire aussi que un petit truc qui m'a gêné sans me gêner, parce que voilà... j'ai beaucoup aimé la fin du film. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais il a donc les gens, sans que je spoil, le sauront s'ils connaissent son cinéma, a tendance à pas des masses se recycler. C'est toujours un petit peu la même le même fonctionnement dans ses films, le même genre de finale. Et voilà, moi je trouve ça aussi un peu dommage, mais comme Florian disait, je pense que vu qu'il fait du cinéma pour lui, moi je pense que c'est son gros kiff. Et voilà, il le fait comme ça. Tu sais ce qu'on dit, hein, un auteur refait toujours le même film, hein, un réalisateur refait toujours indéfiniment le même film, et à chaque fois. Woody Allen, si tu nous écoutes. Qui sera bientôt notre invité d'ailleurs. Espérons qu'il ne crève pas sur la route. Bon, on a fait à peu près le tour. Camille, toi, est-ce que ça t'intéresse? Parce que tu l'as pas vu, mais est-ce que ça te dit d'aller le voir? Oui, ça c'est sûr, je vais le voir. Peut-être pas au cinéma du coup, mais je trouverai un moyen de le voir en tout cas. Après, pour le moment, j'ai eu beaucoup de, tout ce que j'ai entendu du film, c'était plutôt des choses négatives. Avec les petites polémiques qu'il y a eu, que ce soit avec Bruce Lee, avec la scène justement où... Il y a Bruce Lee dans le film? Il est pas mort? Enfin bon, des petites choses par-ci par-là quoi, mais pour autant je vais me faire mon idée et donc je vais le regarder. Ok, bon, est-ce qu'il y a il y a quelqu'un qui a encore envie de dire quelque chose sur le film? Non, bisous Quentin. Bisous Quentin. Bon, je pense qu'on a fait le tour et on va pouvoir passer à la suite. When you have to shoot, don't talk.